Bonjour et rebonjour, c'est reparti pour un nouveau panel autour des applications de la blockchain, notamment les smart contracts, les tokens, les NFT, les actifs virtuels, plein de sujets aujourd'hui qui sont au devant de l'actualité. Et pour cela, on va avoir un panel très 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 intéressant. Nous recevons dans ce panel Cyril Akpomeda, entrepreneur, ancien sportif de haut niveau, entrepreneur aujourd'hui autour de projets blockchain, autour des NFT et aussi autour de projets en faveur de l'Afrique. Bonjour. Bonjour, On reçoit David Schmitz, multi-entrepreneur aussi et ambassadeur francophone de Polkadot. Bonjour à tous. bonjour. Rémi Bigot, encore un multi-entrepreneur qui œuvre dans la blockchain depuis quelques années maintenant. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est vraiment agréable de participer à ce panel. Merci Rémi d'être parmi nous et Christophe qui est intervenu plus tôt, donc entrepreneur, travaille autour des sujets ICO mais aussi NFT. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et pour finir, nous recevons un utilisateur, Benjamin Spark, artiste peintre. Oui, last but not least. On est d'accord. Yes. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Artiste peintre qui s'est lancé dans les NFT depuis presque plus d'un an maintenant et qui témoignera et qui a vu sa vie se transformer grâce à ce saut. Donc, ça va être une table ronde très riche. On va commencer par faire un rapide tour de table sur les applications sur lesquelles chacun travaille. Et je vais commencer par Cyril, qui travaille sur un certain nombre d'applications utilisant la blockchain. Je vous donne la parole. Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Cyril Acomeda et alors moi je travaille sur deux choses différentes. Alors la première c'est TBA, c'est Talent Blockchain Africa. On est en train de créer une plateforme pour pouvoir lever des fonds pour des entreprises, start-up et PME vers l'Afrique. En fait, on veut que notre plateforme soit une vitrine en fait un petit peu des très gros projets et des choses qui se passent en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent en Afrique, mais on a découvert que le plus gros problème, c'était un, de lever des fonds et deux, le manque de confiance, parce qu'avec la traçabilité et tout ce qui peut permettre la blockchain, on veut justement résoudre ce problème et offrir justement des opportunités à toutes ces entreprises qui avancent, mais qui sont à un moment donné limitées par le manque d'opportunités. Et donc ça, c'est un projet à impact social où on a été sélectionné et on participe avec l'AFD, le comité olympique Paris 2024 et l'incubateur Younous. Et deuxième chose, on développe aussi une plateforme qui s'appelle MyGenius, qui sera une plateforme dans l'art. Et ce sera pour vendre de l'art en code-part. Donc il y aura plein de choses à découvrir très très bientôt, parce que celle-là elle sera en ligne assez rapidement. Et on veut aussi utiliser cette plateforme pour aussi permettre à l'art africain de pouvoir s'exporter grâce aux NFT, aussi de pouvoir permettre plus facilement de faire certifier les œuvres africaines, puisqu'on sait que sur le continent, des fois, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des endroits où l'administration, enfin tout ce qui sert à faire certifier est facilement accessible, mais il y a aussi des endroits où c'est très compliqué, et on veut utiliser cette opportunité pour faciliter les choses dans l'avenir. Merci Cyril. David, peux-tu nous Oui, présenter? oui, donc très brièvement, je suis un entrepreneur et développeur blockchain depuis 2016. Comme à la base, je viens du secteur légal, j'ai développé dans l'écosystème Polkadot un réseau blockchain qui s'appelle Logun, qui a pour vocation à mettre à disposition sous forme décentralisée les compétences d'officiers judiciaires
au service de l'écosystème blockchain pour sécuriser notamment des actifs digitaux et parmi ces actifs digitaux, notamment des NFT. On est en train de développer un processus spécifique en fait de certification avant mintage des NFT qui est propre à Logion. Et précisément, en fait, fort de cette expertise, je suis également à la manœuvre sur de la production au sein du métaverse avec un média français. Les NFT font partie du métaverse et donc on entend produire évidemment du contenu dans un métaverse qui n'est pas encore disponible au sein de l'écosystème Polkadot. En attendant, on va lancer avant la fin de l'année notre galerie d'art avec d'une part du contenu unique, mais également ce processus unique qui nous a amené par le réseau Le Gun pour certifier les NFT avant leur mintage sur une des parachains de l'écosystème Polkadot. Et donc, effectivement, je suis un convaincu de Polkadot, donc je suis le head ambassador pour toute la francophonie. Et dans ce cadre-là, je développe aussi en fait pas mal d'incentives pour faire connaître l'écosystème, créer du réseau et échanger des informations, évangéliser, etc. Voilà. Et merci pour l'invitation. On se rencontre dans beaucoup de canaux justement pour évangéliser sur la blockchain. Je vais donner la parole à Rémi qui va nous présenter ses différents projets autour de la blockchain. Ouais, pour faire très simple, aujourd'hui, chez Fructify, le but qu'on a, nous, c'est d'essayer d'amener tous ces sujets qui paraissent encore complexes pour la plupart de nos concitoyens et même des gens du monde entier d'ailleurs, essayer de rendre les choses le plus simples possible. J'aime bien prendre cette analogie, mais je trouve que les NFT sont en train de réussir peut-être là où les cryptos avaient échoué, même si je ne dis pas qu'elles ont échoué, hein. Mais je trouve qu'on est en train d'arriver dans un monde où même Tata Josette pourrait maintenant investir dans les cryptos sans s'en rendre compte, grâce à certains usages des NFT, notamment sur les objets de collection, sur les NFT de stars, etc. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, nous, le but, c'est aujourd'hui de parler le plus simplement possible de ces technologies-là, de les présenter à un maximum de personnes. Et c'est ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube aujourd'hui. Merci Rémi. Donc Christophe, je vais te laisser présenter tes projets ICO et NFT. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je me suis intéressé à la technologie blockchain depuis 2016, depuis qu'Ethereum est arrivé, puisqu'en fait, à la base, je suis développeur informatique et Bitcoin ne me parlait pas trop à l'époque. Et c'est au moment où Ethereum est arrivé avec les smart contracts que je me suis passionné du sujet. Et c'est là où j'ai commencé à bricoler un petit peu et à faire mes premières lignes de code. Donc, c'est en 2018 qu'on a créé la société French ICO, donc en fait, qui est la première plateforme française d'ICO clé en main. On a été aussi la première société à avoir obtenu le visa de l'autorité des marchés financiers dans le cadre de notre propre ICO. Donc ça, c'était en décembre 2019. Et on a levé 575 Ethers en juin 2020. Donc, c'était à l'issue de notre ICO. Alors, à l'époque, en juin 2020, ça représentait 130 000 euros. Alors, on a levé des fonds juste pour montrer que notre plateforme fonctionnait. C'était le premier objectif. On n'a pas levé beaucoup, mais ce n'était pas forcément l'objectif non plus de lever beaucoup. Mais coup de chance, juin 2020, ça représentait 130 000 euros. Et aujourd'hui, on a à peu près 1 million d'euros en trésorerie. Donc, on est assez serein pour développer d'autres solutions. Et on a toujours cette plateforme d'ICO qui existe. Et on est en train on va mettre, après l'accord de l'AMF qu'on a obtenu la semaine dernière, on va mettre en ligne notre plateforme de NFT. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail. C'est des NFT dans lesquels on a enrichi le code informatique, parce que le code d'un NFT, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais le NFT, il est enrichi et on peut mettre des liens secrets qui permettent d'accéder à des données spécifiquement à ceux qui sont propriétaires des NFT. Donc, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Il y en a plein et ça peut être formidable. On peut faire des choses formidables. Voilà, merci. Merci Christophe. Et je vais laisser Benjamin se présenter, qui est un profil atypique justement sur ce panel, qui lui n'était pas du tout prédestiné à… Non, effectivement, parce que ça fait 2 ans que je suis artiste peintre traditionnel, donc de l'acrylique sur toile, mais j'ai toujours été un fanat de technologie. Donc le Bitcoin, je l'ai rencontré assez tôt, mais je ne suis pas rentré dedans. En fait, je n'ai pas compris. Je crois même me souvenir d'avoir acheté un que sais-je sur la blockchain et j'en ai fait des cauchemars. J'ai absolument rien compris, donc ça m'est passé à côté.
Et puis, c'est revenu par un artiste comme Pascal Boyard, par exemple. Donc, il y a pas mal d'artistes qui finalement acceptaient le Bitcoin assez tôt, à partir de 2016-2017. Et donc, janvier, avec mon galeriste, donc il y a un peu avant janvier, donc fin de l'année dernière, mon galeriste est un jeune gars de 25 ans qui lui est à fond dans les cryptos. Et c'est aussi mon galeriste en Belgique. Et donc, il m'a dit, on doit investir cette place des NFT. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il m'a dit, fais-moi des œuvres digitales. Et je dis, mais moi, je ne sais pas faire des œuvres digitales. Et puis, on a réfléchi, mais moi, en fait, ce que je faisais avant les tableaux, avant chaque tableau, je fais un montage dans Photoshop. Et donc, mon tableau est conçu, c'est très pop art comme technique. Donc, mon tableau est conçu dans Photoshop. Et donc, je crée des œuvres digitales chaque jour avant de peindre. Et ces œuvres digitales, on a commencé à les minter sur Rarible. D'ailleurs, ce que dit Christophe, ça m'évoque les unlockables qu'il y a sur Rarible, où seul l'acheteur qui a le NFT peut débloquer la boîte et donc accéder à des bonus. En fait. En général, un lien vers le fichier haute définition. Mais enfin, il peut y avoir plein d'autres choses. Effectivement, c'est une super idée. Et puis, après, j'ai commencé à animer mes créations digitales. Donc, et on a accompagné les collectionneurs qui achètent traditionnellement des tableaux en galerie. On les a accompagnés, on leur a expliqué ce qu'était un wallet. On a même downloadé pour eux un wallet sur leur ordinateur. On a vraiment fait une prise en main. Et je pense que l'avenir, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens qu'un wallet, c'est pas très difficile à installer sur Chrome, un MetaMask. Et après, en revanche, il faut comprendre ce qu'on fait, parce qu'il y en a beaucoup qui, je pense, comprennent pas bien. Il faut comprendre comment on manipule ces cryptos, comment on manipule ces NFT, quand on veut les revendre, où ça, comment. Enfin, c'est passionnant. Et donc, j'anime aussi un podcast sur lequel Rémi Bigot nous a fait l'honneur de venir, un podcast sur les NFT que vous trouvez partout. Merci Benjamin. Moi, ce qui me marque déjà à ce tour de table et à vous écouter, c'est qu'on avait prévu dans ce panel d'aborder la notion de smart contract, de tokenisation, d'actifs virtuels. Mais je remarque que depuis quelques mois, tous ces termes-là ont disparu et ne subsiste plus qu'un seul terme qui résume peut-être tous ces sujets-là, qui est le terme NFT. Je prends un raccourci, hein, je prends un raccourci, mais il y a un an et demi, très peu de personnes parlaient de NFT. Aujourd'hui, on voit en faisant le tour de table, tout le monde parle de NFT. Personne n'a cité la notion de smart contract, qui est à la base des NFT, je pense qu'on est tous d'accord. Mais ça, je pense que c'est positif, puisqu'aujourd'hui, on se focalise sur les usages. Je peux me permettre d'intervenir? Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, je le dis à chaque fois quand je fais des présentations, quand j'explique, c'est un peu comme le protocole TCP/IP sur Internet. On n'en parle pas. Voilà. Et ben en fait, c'est pareil. La blockchain, j'ai toujours une phrase, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la blockchain, c'est qu'on n'en parle plus et que tout le monde l'utilise. Et c'est exactement ça. C'est si demain, aujourd'hui, on ne parle pas de protocole TCP/IP, on est tous à acheter des choses sur Internet, mais on ne parle pas de ce qu'il y a derrière. Donc là, effectivement, c'est bien et c'est peut-être la preuve que c'est en train de se démocratiser. C'est qu'on ne parle plus de technique parce qu'avant, la blockchain, c'était un peu un univers de geek, de techno. Et maintenant, ça devient. Tout le monde en parle. Et ben, justement, on va parler des usages. Et le NFT est un usage. Okay. Peut-être une petite réaction par rapport à ça. Je crois que c'est quand même un peu tôt pour parler de penser que la blockchain, effectivement, va disparaître aussi rapidement. Pourtant, je vais dire, c'est un des claims de l'écosystème Polkadot. C'est pour ça que la Web3 Foundation a été créée. Au sein de la communauté Polkadot, l'objectif est clair, c'est contribuer à la décentralisation du web. Parce que c'est certain, quoi que vous fassiez, vos NFT ou autre chose, et même les applications que vous utilisez aujourd'hui, vous ne pourrez pas les faire. Vous n'allez pas jeter le web demain à la poubelle. En revanche, ce que plus personne ne veut aujourd'hui, ça je crois que c'est largement partagé, c'est un web centralisé. Ce que la blockchain va apporter clairement à tout ça, c'est la possibilité à un moment donné, parce que on repose sur un réseau de confiance, un réseau transparent, un réseau traçable, donner la possibilité à chacun d'être des intervenants directs dans la chaîne de valeur. Mais il y a encore énormément de travail avant d'arriver à ça. Il faut déjà évidemment élaborer les protocoles. Je trouvais que
faut pas peut-être prendre des raccourcis aussi rapides, bien que je serai le premier à souscrire, hein, mais il y a encore énormément de choses à faire, évidemment, en matière de technologie. Il y a énormément de choses à faire en termes aussi d'adoption de masse, parce que ça reste un métier de geek. Quand vous devez manipuler MetaMask, vous dites, ah oui, MetaMask, c'est bien, mais si vous perdez votre clé, si vous perdez votre site phrase, vous perdez tout, hein. Ça, il faut quand même jamais le perdre de vue non plus. Donc, on est encore loin, je vais dire, des solutions de masse adoption. Il y a encore tout un travail qui doit être fait précisément pour qu'elle contribue de manière efficace à la décentralisation et au remaniement de ce web. Et puis, à ce moment-là, alors, effectivement, elle va céder le pas à un web qui aura été remodélisé sur une forme 3.0. Centralisé 2.0 tel qu'il est actuellement vers un 3.0 où vous échangerez directement de la valeur, vous contractualiserez directement. Et là, alors, effectivement, les NFT feront partie finalement d'un environnement parce qu'ils permettront d'échanger de la valeur. Mais simplement, et je conclurai par là, pour rebondir, on a peut-être tous fait un focus sur les NFT parce que ça faisait partie de la ligne de conduite, mais tous les actifs digitaux seront des vecteurs de transmission de la valeur. La blockchain aura toujours son utilité précisément pour rendre ces choses traçables, auditables et en faire finalement des environnements de confiance. Et rien ne serait sans la blockchain et les smart contracts. Merci, merci David. Benjamin, justement, qui n'est pas du tout geek à la base, enfin, un petit peu quand même, si j'ai compris, mais qui c'est pas son métier d'être geek, c'est d'être artiste peintre. Est-ce qu'on est loin de la masse adoption, justement? Non, oui, je pense qu'on est des pionniers là. Dans quelques années, quand on repensera à ce qu'on est en train de se dire, c'est juste incroyable. Moi, je vois des gens qui commencent à m'interpeller sur le NFT depuis le mois de juillet, simplement. Donc ça commence, ils y comprennent rien du tout, mais ils voient que ça stimule les imaginaires, hein, ça stimule beaucoup de choses. L'adoption de masse, il y a deux voies, à mon sens. Hein. Il y a la première voie où les gens vont comprendre un wallet, effectivement, comme disait Monsieur Paul Cadot, ah zut, j'ai pas son prénom. David. Oui, pardon, comme disait David, il a raison. Soit on explique bien ce qu'est un wallet, un MetaMask sur Ethereum ou les wallets sur toutes les blockchains. Soit on va sur ce que fait Beeple avec Winnew, ce que fait Nifty Gateway. Donc certaines places de marché proposent d'acheter en carte de crédit le NFT. Et donc ils hold, donc ils gardent le wallet qui est créé pour le NFT, mais ils le gardent pour vous. Exactement comme un exchange garde vos cryptos pour vous jusqu'au moment où vous décidez et que vous comprenez que l'exchange peut se faire hacker et finalement les cryptos ne sont pas à vous. Excusez-moi de couper, il y a le micro, pardon Benjamin, il y a le micro d'Eric qui. Ouais, ça y est, je crois que c'est bon. Eric, on vous donnera la parole après le tour de table. Il est impatient, mais je comprends, c'est passionnant. Non, pour finir, c'est ça, il y a la voie de l'adoption massive via l'apprentissage, donc du MetaMask, d'un wallet très connu. Ça peut marcher, ou là alors directement les places de marché vont faire tampon, exactement ce que Christophe dit. Il va lancer une place de marché et j'imagine qu'il va proposer un service clé en main où on dira le NFT, vous l'achetez chez nous, le wallet, il est chez nous. Si vous le revendez au second marché, ce sera chez nous, etc. Je crois beaucoup à ça aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée précise. Merci. Je vais donner la parole à Cyril parce que lui aussi n'est pas geek à la base. On est assez sportif, justement. Est-ce que ce n'est pas complexe de comprendre, d'être dans ce monde-là aujourd'hui? Alors, ça l'a été au début et j'ai de la chance parce qu'en fait, j'ai une très bonne équipe et mon équipe, eux, justement, c'est vraiment des experts sur le domaine. Et justement, on s'est rencontrés par rapport à mes œuvres caritatives et à force de discuter, on a vu qu'ils pouvaient avoir justement des concordances puisque eux avaient les compétences et que moi, j'ai recherché justement des applications, c'est-à-dire que moi, j'ai pas été dans le domaine vraiment technique. Moi, ce que je leur demandais, c'était qu'est-ce que je peux faire avec, quelles applications je peux faire et comment je peux aider la communauté, et comment je peux aider des gens à se développer, à avoir un impact social, un cercle vertueux, parce que forcément, comme tout le monde, au départ, bon, c'était il y a plus d'un an et demi, mais j'avais commencé à découvrir ce qu'était la blockchain, j'ai commencé à étudier le sujet. Et eux, bah, forcément, m'ont beaucoup aidé. Hein. Donc maintenant, je comprends les tenants et les aboutissants, même si je ne vais pas forcément les gérer moi-même. Mais par contre, maintenant, ça me donne forcément beaucoup d'idées sur des applications qu'on peut utiliser dans la vie courante. Et c'est de ça que ça m'a amené à créer TBA pour pouvoir justement aider des entreprises africaines qui, eux,
ont des compétences qui, eux, arrivent à travailler, qui avancent, mais qui, à un moment donné, quand ils veulent passer le next step, sont complètement bloqués parce qu'il n'y a pas forcément des outils de financement et ça peut être un outil parallèle qui va leur permettre de développer leurs entreprises tout en gardant le contrôle, mais aussi en rassurant des potentiels investisseurs grâce au smart contract, grâce à la transparence et tout ce qui va avec. Et j'ai trouvé que pour des pays qui sont, je parle de l'Afrique parce que moi je viens de là-bas, mais il n'y a pas que ça. Mais je trouve que pour des pays émergents en développement, la blockchain, ça peut vraiment être un outil très très intéressant. Ça ne sera pas la solution à tout, mais ça peut être une bonne alternative qui va aider à les faire progresser bien plus qu'ils ne pourraient maintenant. Merci Cyril. Une réaction, Rémi, toi qui as investi ce milieu-là en étant geek à la base. Bah, si tu veux, c'est intéressant de voir que, par exemple, moi, j'ai été un gamer hein, pendant très longtemps. Je le suis encore, mais je manque de temps, malheureusement. Et je vois mes amis gamers qui étaient des anti-crypto quand je leur en parlais il y a quelques années. Non, non, mais on veut pas entendre parler de ça. Parle-nous pas de ça. Et qui maintenant achètent des NFT dans certains jeux qu'ils utilisent sans même savoir que c'est de la crypto derrière. Ça me fait beaucoup rire. Je me dis, ça veut bien dire que d'un côté, on peut ne rien connaître de ce qui se passe à l'intérieur du truc techniquement et quand même y adhérer. Ça, c'est intéressant. Par contre, ça pose un problème, et je suis d'accord avec David sur un autre point, et par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que ça pose un véritable problème, c'est qu'à la base, la crypto, les blockchains, on veut du décentralisé. On veut enfin qu'il n'y ait plus le fameux middleman, ce mec entre toi et quelqu'un d'autre pour pouvoir valider les transactions, pour pouvoir faire de l'échange de valeurs, etc. Et au final, on se retrouve avec des plateformes qui finalement vont faire rentrer la carte bancaire. Et moi, je suis le premier à adorer Wax, à adorer, là j'ai la liste de tous les NFT que je possède. Il y en a pas mal qui sont sur des plateformes qui sont centralisées à l'origine. D'un côté, je suis content que ce soit le cas parce que ça permet à plus de monde de rentrer dans le domaine. Mais d'un autre côté, je me dis, attention, on assiste quand même à ce à quoi on a assisté en 94-95, au tout début quand je suis arrivé sur Internet. Je créais mes premiers sites en HTML tout pourri. À l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, on avait le vrai Internet, la vraie liberté, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit la même chose avec les NFT et les métaverses, mais attention, ces grandes entreprises sont déjà là, elles veulent déjà faire ce qu'elles ont fait sur Internet. Il faut qu'on fasse gaffe. Si vous me permettez une réaction, Vas-y, vas-y. je baisserai la main juste après, mais justement, moi, c'est pour ça que je me suis engagé dans la voie qui est la mienne aujourd'hui. J'ai vraiment, en fait, je vais réassister une fois parce que c'est token, pour ne pas parler que des NFT. C'est vrai que la blockchain, ce que la blockchain amène aujourd'hui, va amener de supplémentaire au web qui va permettre aussi notamment l'explosion de ces nouveaux modes virtuels, ces nouveaux mondes, pardon, virtuels qu'on appelle les métaverses, c'est le transfert de valeur. Transfert de valeur qui peut se faire avec des tokens qui ne sont pas toujours des NFT, qui sont parfois des tokens classiques aussi, mais qui permettent véritablement d'échanger de la valeur. Et j'avais pas mal contribué en fait à certains projets de la DeFi dans Ethereum avant de devenir un adorateur entre guillemets de Polkadot. Ça, c'est un choix évidemment très personnel parce que l'esprit Polkadot, c'est vraiment rassembler de toute façon toutes les blockchains. Donc en général, il n'y a pas de maximaliste chez nous. Mais je m'étais rendu compte précisément que justement pour faire les bridges entre ce qu'on était en train de construire de magnifique, j'insiste vraiment en termes de protocole financier, en termes de DAO. C'est pour ça que je vous dis, ces tokens, ce n'est pas que des NFT. Ces tokens vous permettent aussi de prendre part à du vote, à de la démocratie. Il y a de plus en plus de DAO qui sont en train de s'organiser. Mais attendez, c'est absolument génial hein, pour la réorganisation. David, je t'interromps. Il y a 2 ans, on mettait en avant tous ces cas d'usage prometteurs de la blockchain. Aujourd'hui, on parle d'NFT et on ne parle plus trop de tous ces cas d'usage. Mais parce que justement, le marché, ce sont des vagues. Pour l'instant, je pense que les NFT sont à la mode, mais le travail sur les DAO, il continue, l'évangélisation continue, les cryptos, elles sont toujours là, l'échange de valeurs, il est toujours là, et vous verrez, on y reviendra.
avec des cas d'usage parfois concrets. Il suffira à un moment donné qu'une grande entreprise décide de réorganiser finalement son processus décisionnel sous une forme de DAO transparente. Et là, vous verrez la DAO revenir au galop. Mais nous, ce dont on s'est rendu compte, justement, et c'est pour ça qu'on a créé le Gun, on s'est dit, le souci, c'est que pour amener les gens, finalement, dans ces nouveaux écosystèmes, il va falloir leur donner des points de repère et des garanties. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Rémi a dit, et je m'inquiète de voir, par contre, des grosses sociétés comme Google, Facebook revenir au galop et risquer de reprendre finalement le contrôle de quelque chose qu'on est en train d'essayer de décentraliser. Et nous, dans le Gun, ben, c'est le parti qu'on a pris, c'est d'essayer de réutiliser pour contrer ça. C'est-à-dire utiliser des choses qui sont connues, mais de manière décentralisée, pour donner des garanties aux gens, rassurer les gens et les rendre beaucoup plus confort par rapport à l'usage de ces nouveaux modes d'organisation, de ces nouveaux actifs digitaux, etc., etc. Je n'entrerai pas dans les détails, mais là, c'est clair. On est parti avec un truc de geek complètement décentralisé, totalement free. On a une contre-offensive qui s'opère avec des entreprises, et Rémi a tout à fait raison, et il faut qu'on se réorganise pour mettre le curseur au milieu. Parce que le but final, ce sera vraiment de faire bouger les lignes de cet échiquier et de ne pas retomber dans l'Internet tel qu'on le connaît actuellement ou dans les applications telles qu'on les connaît actuellement. Mais la question, parce que là, on parle effectivement, il y a les gros qui reviennent, les Google, les Facebook qui veulent prendre le contrôle. Mais si je reviens à Christophe sur la plateforme qu'il est en train de vouloir créer, est-ce que lui aussi ne va pas créer une plateforme qui va centraliser, qui va être un point d'accès central? Et on peut dire, on sort un peu du cadre de décentralisation. Alors, je vais répondre. On est obligé d'avoir à un moment une interface utilisateur qui est centralisée, enfin, à moins qu'il y ait des solutions qui sont en train de se développer, mais aujourd'hui, on est obligé. Mais par contre, derrière, le NFT sera créé de façon totalement décentralisée. Tout à l'heure, Rémi disait que peut-être que sur notre plateforme, on mettrait du paiement en euros, etc. Non. C'est-à-dire que le NFT sera créé automatiquement par le créateur, d'accord? Et via son wallet qu'il aura installé sur son ordinateur, MetaMask. Et je précise une chose, c'est que nous, on a la particularité, c'est qu'on va vraiment tokeniser. On va créer des NFT d'objets physiques. Alors, peut-être comme Benjamin fait, c'est-à-dire que Benjamin, j'ai cru comprendre que toi, tu faisais les NFT de tes œuvres digitales en amont de la création physique. Nous, on va tokeniser des objets physiques. Alors, je prends un exemple concret parce que souvent, on ne donne pas assez d'exemples et c'est assez parlant. Une toile, une peinture, par exemple, d'un artiste, il y a la peinture originale qui va rester dans un musée ou qui va rester dans l'atelier de création de l'artiste. Elle ne va pas être dégradée, elle va être conservée à température, elle va être conservée dans des conditions, on va dire, idéales pour pas qu'elle soit abîmée. C'est le token qui va circuler, c'est le token qui va être vendu et qui va passer de main en main. Et c'est le dernier acquéreur qui va se dire, moi j'ai le token, je veux récupérer l'œuvre d'art en échange. Et ça, c'est plein d'avantages. Ça va marcher dans le vin aussi. Dans le vin, c'est un bon exemple. Le vin, le problème, c'est que les bouteilles de vin aujourd'hui qui sont vendues et qui passent d'une main à l'autre, eh ben, elles peuvent être volées. Le vin peut être aspiré, volé et remplacé par un mauvais vin. Le vin est manipulé dans tous les sens. La chaîne du froid, elle n'est pas respectée. Là, l'avantage, on est vraiment dans la définition même avec le NFT, on est dans la définition même du transfert de la valeur. L'objet physique reste en sécurité dans un lieu et c'est le token qui circule et qui est vendu. Alors, il y a les spéculateurs qui vont acheter le token pour le revendre plus cher et puis il y a celui qui aime les œuvres d'art qui va se dire moi j'achète le token et ensuite j'échange le token contre l'œuvre. Vous avez compris? Il y a un vrai transfert de la valeur qu'on n'arrivait pas à faire avant parce que tout simplement on pouvait pas, on avait ce token qui est non fongible, qui ne peut pas être copié, qui peut pas être, il peut pas y en avoir deux pareils. Et ben il n'y a que grâce à la blockchain qu'on peut faire ça. Donc nous on va tokeniser des objets physiques, surtout des objets physiques. Si vous permettez, je serai super bref, mais simplement en complément justement à ce que Christophe fait, et vous parliez de cas concrets. Ce que le Gun va faire, en fait, c'est que le Gun a mis en place un processus de constat et de contrats digitaux complètement décentralisé pour certifier en amont la création de ce token et faire le lien avec l'œuvre. Et donc, c'est-à-dire que nous, on va identifier l'artiste, on va identifier l'œuvre, on va créer un contrat, certifier le contrat, et tout ça passe évidemment, tout ça est haché
tout ça va être rendu transparent, traçable dans une blockchain jusqu'à créer un certificat, un contrat qui assure en fait le transfert des droits vers le token, parce que c'est là parfois que les NFT et les assets digitaux pêchent, c'est que on vous dit, OK, ça représente l'œuvre, mais au nom de quoi? Parce que le droit réel continue à exister, hein, et en cas de conflit, vous devrez toujours revenir, ça ne l'oubliez jamais, vous devrez toujours revenir devant des juridictions et devant des hommes. Et donc, en fait, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce processus-là: identification de l'artiste, création d'un contrat, digitalisation d'un contrat, un constat pour certifier ces opérations qui prend la forme d'un certificat digital relié au token. J'invite peut-être, d'ailleurs, je prendrai contact avec Christophe parce que Oui, oui, avec le plaisir. process Logion, en fait, est un process qui va être accessible à tout le monde, à tout créateur de token, mais qui va permettre alors, et c'est ça qui va nous faire entrer aussi dans le monde réel, Mm. de dire aux gens qui acquièrent un token, nous, on vous garantit les droits. Voilà. Et donc, vous avez un cadre légal, vous avez un cadre économique. En cas de pépin, vous avez la traçabilité de la blockchain. Vous pourrez toujours remonter. Et derrière, en fait, il y a eu un processus juridique avec des vrais comptas, des vrais documents, des vrais constats de notaire, tout est mis en œuvre, en fait, précisément pour Eh faire ben, le lien avec l'économie réelle. c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va arracher tout un tas de documents qui vont être inscrits comme l'ADN du NFT, en fait. Hum. Le NFT va avoir un ADN qui va être la représentation, ça va être l'empreinte numérique en Hum. fait d'un fichier zip dans lequel on va avoir un tas d'informations. Voilà. Ça peut être, Ouais, voilà. et nous, alors, on le fait avec des officiers judiciaires européens décentralisés pour faire plaisir à Rémi. Et en fait, pour moi, à moi aussi, je devais vous le dire. Donc, on a totalement décentralisé des officiers judiciaires européens pour mettre en œuvre, en fait, ce process. Mais C'est on peut ça en le parler game. avec plaisir, David. Ah oui, avec grand plaisir. Sur le site, Benjamin, réaction de l'utilisateur des NFT. oui, parce que plusieurs choses. Il y a sur le site de Rarible, qui est une place de marché qui marche bien depuis 6 mois. Moi, j'ai vendu beaucoup de NFT. Sur Rarible, il y a déjà un token de gouvernance qui s'appelle le Rari et qui permet de participer à des décisions sur l'évolution de la marketplace, etc. Je n'ai pas vraiment le temps de m'y plonger, mais je gagne des Rari à chaque fois que je vends des œuvres. Des Rari me sont attribués par le site. Donc, il y a une DAO qui est en place. Donc, ça commence déjà sur des grandes marketplaces. Après, moi, je crois beaucoup à la chaîne de confiance. C'est-à-dire que déjà, moi, pour vendre sur Rarible, le site m'a interpellé sur mon Twitter. Donc, j'ai dû confirmer un code sur Twitter. Donc, les gens savent que c'est vraiment moi parce qu'ils voient bien que mon Twitter, c'est vraiment moi. Après, la chaîne, effectivement, alors si on arrive à sécuriser avec un aspect légal autour de ça, c'est juste magnifique. Mais sur la tokenisation, Cyril en parlait au tout début et ça m'a branché bien parce qu'il y a deux choses pour moi, la tokenisation. Il y a la tokenisation financière. Donc, c'est ce que fait Metakovan avec tous les Beeple qu'il a achetés. Il fait une DAO où il regroupe toutes les œuvres d'art et puis il émet des tokens ou des centaines de milliers de tokens et comme ça, on peut tous être propriétaires avec 100 euros, je dis n'importe quoi, j'en sais rien exactement, mais avec une petite somme, on est tous propriétaires d'une grosse collection d'œuvres d'art digitales, notamment celle de Beeple, etc. Et moi, en tant qu'artiste, il y a une autre tokenisation qui est beaucoup plus poétique qui m'intéresse, c'est celle de Pascal Boyard, qui est un street artiste français qui est maintenant assez réputé et qui a peint une chapelle Sixtine de Michel-Ange dans un endroit, je crois que c'était à Pantin, enfin, en banlieue parisienne. Et alors, il a pris des photos et il a tokenisé, entre guillemets, poétiquement, c'est-à-dire qu'il a fait des photos de toutes les parties de son travail. Et il en a émis des NFT, donc je crois qu'il a émis 500 NFT qui correspondent à le Christ, Dieu, après les saints, après etc., les diablotins. Enfin, vous savez, c'est une fresque avec des personnages partout. Et donc, il a proposé ça en NFT. Et ça marche très, très fort. J'avoue que j'ai loupé le coche encore une fois, vous me direz. Et c'est des NFT qui cartonnent. Et je trouve l'idée créative absolument brillante. Pascal Boyard, qu'on a failli avoir parmi nous, parce qu'il n'est pas loin pas loin de la Côte d'Azur. Il a eu un empêchement. Merci Benjamin. Rémi, je pense que tu as des choses à ajouter, j'en suis certain. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce que j'ai entendu. Par rapport à la DAO, au système de vote, etc., il y a un projet que j'aime beaucoup, qui est français en plus. Ils sont en train de créer un métaverse, ça s'appelle United Metaverse Nation. Et le concept, c'est tu achètes un NFT qui est un passeport qui te permet d'accéder à ce pays qui aura dans leur métaverse. Et tu as un système de vote, mais une vraie démocratie pour le coup, un peu à la grecque, pas une démocratie actuelle comme on peut avoir dans nos pays, dans nos chers pays soi-disant développés. Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial. Il y a un autre sujet aussi qui a été abordé un petit peu, là, que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la partie pour les artistes. Aujourd'hui, il y a une autre entreprise française qui s'appelle Pianity, qui est en train d'exploser sur les NFT musicaux.
On parle sans arrêt de l'art, voilà, des avatars, etc. Mais je trouve que ce projet est vraiment intéressant. Et en plus, ils ont un système qui est génial. Bon, déjà, il y a le système de royalties automatiques. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, quand les gens achètent le fichier numérique d'un artiste, si ensuite ils le revendent, l'artiste retouche à chaque fois des royalties. Ça, c'est génial, c'est automatique dans le smart contract, justement. Et en plus, ça va plus loin que ça. Il y a, alors on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais ceux qui possèdent les NFT musicaux sur la plateforme reçoivent des royalties automatiques en les gardant, en les stackant. Je trouve ça absolument génial. Donc là, je reçois régulièrement, toutes les semaines, en fait, un petit message. Ah oui, alors vous avez touché tant parce que votre impact sur le réseau en général a été intéressant. Et je trouve ça génial. Et vraiment, pour les artistes, pendant longtemps, pendant de nombreuses années, ils se sont dit comment on va faire pour se passer des galeries pour les artistes d'art, des maisons de disques pour les musiciens, etc. Et là, on a peut-être trouvé enfin une solution qui pourrait convenir à tout le monde. Et ça, c'est génial. Merci Rémi. Moi, ce qui me réjouit en tous les cas quand j'entends tout ça, c'est qu'on est quand même loin aujourd'hui quand on en parle entre nous. Parce qu'on était tous là quand même assez tôt, si j'ai bien compris, de ces mouvements purement spéculatifs, là, en disant ouais, c'est génial, on vend des CryptoPunks. C'est faux, ça va. Il y a quand même une machine qui s'est mise en route hein, pour trouver des solutions, l'air de rien, naturellement. Et ça, c'est vrai. En ça, Christophe avait raison quand il dit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en route pour trouver des solutions, pour rendre l'usage le plus proche possible, le plus réaliste possible, le plus pragmatique possible. Là où j'étais peut-être un peu moins d'accord, c'est qu'il y a encore, à mon avis, un grand chemin à faire pour la masse adoption. C'est ça que je visais. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine maturité qui s'est installée. On voit il y a des recherches de solutions, du pragmatisme pour que ça convienne aux artistes, que ça convienne aux utilisateurs. Et moi, je trouve ça absolument, je trouve ça absolument excitant. Je me passe l'expression, je trouve ça même merveilleux. Moi qui y suis depuis 2016, quand je vois cette évolution aujourd'hui, euh, c'est magnifique. C'est clair. Je vais faire intervenir Aurélien qui a suivi et qui n'est pas encore intervenu. Qu'est-ce que commentaire, ouais, question? non, juste pour dire qu'on n'est pas encore sur la massification, c'est qu'effectivement, quand on parle NFT, on s'adresse quand même à des technophiles, à des personnes qui sont un peu comme nous, déjà un peu précurseurs sur le marché, mais c'est vrai que ce n'est pas encore la grosse majorité. Moi, quand je parle de NFT dans mon réseau, la plupart me regardent avec une vision un peu bizarre. Quand on regarde aussi l'évolution des prix moyens là, du marché des NFT ou des CryptoPunks plus généralement, on se rend compte aussi que depuis un an, ça a vachement décollé. On était sur du 1400$ en moyenne sur les échanges en septembre 2020. On est passé à 435 000 $ là, au mois de septembre en un an. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça aussi, il faut se le dire. Donc, peut-être que l'évolution du marché le permettra. Je ne sais pas après si vous avez des avis sur le sujet, mais il y a eu des bull runs de l'Ethereum récemment qui ont fait vraiment monter les prix. Et aussi, intéressant, c'est la répartition, parce qu'on parle beaucoup de décentralisation. Mais si on regarde toutes les adresses qui ont acheté en fait tous ces punks, on voit qu'il y a quand même 37% qui n'ont jamais bougé de leur portefeuille initial et que les 100 plus grands détenteurs aujourd'hui de crypto détiennent 72% de l'offre en circulation. Donc ça, là aussi, c'est le danger d'avoir des gros acteurs qui s'emparent du marché, comme on parlait tout à l'heure des GAFAM, mais pas que. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut juste faire attention un peu à ça et en tout cas l'avoir bien à l'esprit. Merci Aurélien. Il y avait Eric tout à l'heure qui voulait réagir, que je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, merci à vous. Oui, donc merci pour les brillantes interventions. Comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment un plaisir d'être aussi loin et d'être avec vous, ce qui montre que la communauté, elle s'élargit. J'ai le plaisir d'entendre, on va l'appeler Poltadoc de France, c'est ça? Ou David. David. Bonjour David. Rémi, bonjour aussi. Merci pour l'éclairage. Bonjour. Oui. Et en tout cas, ici, on est content de vous rejoindre parce que c'est vraiment une communauté. Comme vous dites, on est des
early adopter. Et il ne faut pas oublier que early adopter, ça veut dire aussi qu'on part avec des doutes, on tâtonne. Les NFT, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça explose complètement. Rappelez-vous des ICO, rappelez-vous des IPO. Et donc, c'est à chaque fois des personnes qui sont capables d'identifier rapidement les nouvelles tendances qui ont aujourd'hui un avantage. Et donc, ce qui est important aussi, c'est pouvoir analyser ces nouvelles tendances-là et offrir des cas d'usage. Parce que les nouvelles tendances qui restent dans la théorie, c'est encore de la théorie et ce n'est pas prêt d'atteindre l'adoption de masse. Et donc, les NFT, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est une évolution, c'est quelque chose qui apporte un plus à la communauté. Bravo pour ceux qui en font déjà. Moi, je suis tombé dedans un peu plus tard, mais j'ai approfondi aussi d'autres qualités, on va dire. Et ces qualités ont rejoint la NFT. Donc, la NFT, il y a d'autres usages qui vont arriver et j'espère qu'on va pouvoir les développer ensemble. Merci Eric, tout à fait. Il y a beaucoup d'usages qui arrivent. Je voulais apporter une précision. Donc, Canity a été cité effectivement par David comme une super belle solution. Ils vont pitcher tout à l'heure, ils vont pitcher à 17h30. Ils participent au concours de solutions innovantes. Donc, je vous invite à rester avec nous jusqu'à 18h45 et vous pourrez les entendre pitcher leurs solutions et ils pourront répondre à nos questions. J'ai également une solution que je vais pitcher aussi, et donc pour ceux que ça intéresse. Avec plaisir. Et ce panel, cette table ronde a été passionnante, très courte, on est nombreux et on arrive à la fin. Néanmoins, le prochain panel va aborder le sujet on va être à peu près sur la même thématique, puisqu'on va aborder le sujet, est-ce que les actifs virtuels sont des objets d'investissement comme les autres? Donc, je m'invite à ceux qui veulent participer aux échanges sur cette thématique-là, qui est très proche des sujets qu'on a abordés sur ce panel, à rester avec nous. On revient très rapidement après le jingle. Merci à tous. Merci. Merci aussi. Merci.